Ça y est, ça c'est fait. Allez, on est prêt. Bonjour à tous et à toutes. Tout le monde commence à se connecter, super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous dire un petit coucou dans le chat, on vous répondra. Et donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bibliothèque RH, le rendez-vous où on prend le temps d'explorer les ouvrages qui interrogent et qui font avancer les pratiques des ressources humaines. Aujourd'hui, nous allons parler des relations intergénérationnelles dans le monde du travail. Depuis quelques années, donc on parle beaucoup de la thématique d'une fracture entre les générations. Pour ça, on parle d'incompréhension entre les jeunes et les seniors. On parle d'un fossé culturel entre les attentes, les méthodes et les visions du travail. On parle des jeunes comme étant des collaborateurs instables ou désengagés, ou des seniors comme étant, eux, des collaborateurs dépassés. Autant de représentations qui, finalement, finissent par nourrir ce qu'on appelle l'agisme. Mais en parallèle, ce que l'on oublie souvent, c'est que c'est le contexte dans lequel s'inscrit le débat sur le prétendu choc générationnel. Aujourd'hui, nous avons 4, voire 5 générations qui cohabitent dans les entreprises, avec donc une pyramide des âges qui évolue rapidement et à côté de ça, d'autres facteurs qui sont à l'origine de véritables mutations sur le marché du travail. Je pense par exemple à l'allongement des carrières, aux tensions sur le marché de l'emploi ou encore à la réforme des retraites. La question que l'on pose aujourd'hui dans Bibliothèque RH est la suivante, c'est les conflits entre les générations sont-ils bien réels ? Ou alors, sommes-nous en train de projeter sur la thématique des âges des clichés un peu trop faciles au risque de rater l'essentiel ? Pour y répondre, je reçois aujourd'hui Frédéric Gesque, auteur du livre Le choc des générations n'existe pas, qui est un ouvrage dont la vocation est de déconstruire les idées reçues, encore bien trop tenaces, et qui nous pousse à changer notre regard. Frédéric, bonjour et merci d'être Bonjour. avec nous. Bonjour à tous. Je vous propose de nous dire quelques mots sur vous, votre parcours et sur ce qui vous a conduit à écrire ce livre qui n'est pas votre premier livre, parce que vous n'avez pas d'essai. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci déjà Jessica de m'avoir invitée. C'est chouette de pouvoir parler de ce sujet qui me tient à cœur. Moi, je suis une senior. On va commencer comme ça. Alors, génération X, presque boomer si on rentre dans les cases. Ça fait 34 ans que je travaille. J'ai travaillé 20 ans dans les médias professionnels et dans le secteur de l'influence aussi, de la communication politique un peu. Et pendant 10 ans, j'ai été directrice générale d'organisation d'intérêt général, donc plutôt des gros réseaux associatifs, le MEDEF dans le sud de la France, Réseau Entreprendre, une fédération qui accompagne les entrepreneurs. Et puis aussi la Ligue contre le cancer, que j'ai eu la grande chance de diriger quand le professeur Axel Kahn en était le président. Et j'aime bien dire aussi qu'aujourd'hui, je suis une jeune entrepreneur puisque j'ai lâché le salariat il y a un peu plus de 2 ans maintenant, donc à 57 ans, pour monter mon activité. Et donc, je pilote aujourd'hui un cabinet qui s'appelle USCOA, qui travaille sur l'accompagnement des transformations et notamment des transformations durables. Voilà. Et puis, comme j'ai toujours été un peu slasher, Gen Z avant l'heure, on va dire. J'aime bien aussi effectivement écrire des bouquins. Donc, j'ai écrit déjà 4 livres publiés aux éditions Diathéno et Erol sur différents sujets, le leadership des dirigeants et des managers, l'impact et la RSE, le pilotage des associations et donc l'intergénérationnel. Je suis aussi coach certifié, j'accompagne des dirigeants, je suis administratrice indépendante je préside une association citoyenne qui s'appelle Senior for Good, dont l'objet est de déconstruire justement l'agisme dans le monde du travail en portant une vision positive de la seniorité. Donc cette association elle est vraiment spécifiquement dédiée à l'inclusion, à l'emploi des seniors. Et pourquoi je me suis penchée sur ce sujet? Pour 2 raisons. La première, c'est que moi, j'ai été confrontée à l'agisme quand j'ai voulu quitter la Ligue contre le cancer il y a 2 ans et demi maintenant, puisqu'un employeur n'a pas voulu me recevoir malgré les fortes recommandations d'un cabinet de consultants en recrutement parce que j'étais trop vieille. Et donc, j'ai découvert ce sujet à l'époque et c'est d'ailleurs ça qui a présidé au fait que j'ai créé cette association Senior for Good parce que ça m'a beaucoup choquée. Et en parallèle à ça,
J'ai eu la grande chance de travailler beaucoup en intergénérationnel dans mes postes précédents, puisque c'est vrai que dans les ONG, dans les réseaux associatifs, je dis souvent, on a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de difficultés, mais pas celui-là. Et c'est vrai que, par exemple, à la Ligue contre le cancer, on avait plus de 700 salariés, on avait plus de 200 services civiques par an qui étaient recrutés, donc énormément de jeunesse. Et puis, j'avais bien sûr des bénévoles très âgés, souvent retraités. Et finalement, tout ce petit monde en intergénérationnel fonctionnait très, très bien. Donc, je me suis beaucoup penchée depuis un peu plus de 2 ans sur ce sujet de la transition démographique. Je me suis dit quand même, il y avait un vrai problème parce que dans nos entreprises, en fait, on travaille beaucoup sur la transition écologique, environnementale. On parle beaucoup de la transition techno, de l'IA aujourd'hui, du numérique, puis maintenant de l'IA. On parle de l'évolution du rapport au travail et on ne parle pas de la transition démographique alors qu'elle est déjà là et qu'on va avoir un énorme déficit de ressources qualifiées dans les années qui viennent dans les organisations et que personne ne s'en préoccupe ou très peu de gens et très peu de RH finalement se préoccupent vraiment de ce sujet-là aujourd'hui. Alors qu'en réalité, c'est la performance des boîtes qui va être touchée parce que si on n'anticipe pas le talent crush qui est devant nous, si on n'arrête pas en fait de stigmatiser et les très jeunes et les seniors, eh bien, les boîtes vont avoir un déficit de ressources et donc une baisse de performance. Donc voilà, tout ça fait que je me suis penchée sur ce sujet et que c'est pour ça que, effectivement, aujourd'hui, je travaille beaucoup sur le sujet de l'intergénérationnel et que j'ai écrit ce petit livre que j'appelle souvent mon livre de cœur parce que pour le coup, c'est pas un gros bouquin comme les autres, c'est un petit livre, mais qui vraiment dans lequel j'ai essayé vraiment aussi de porter ma vision et mes convictions sur ce sujet de l'intergénérationnel, des générations et ce que je pense effectivement des cases X, Y, Z dans lesquelles on nous enferme. D'accord, très clair. Alors, pour commencer, on va se pencher sur le titre de votre livre, qui est très clair et qui est peut-être presque un petit peu provocateur. Le choc des générations n'existe pas. Il vient prendre le contre-pied en fait de ce que l'on entend régulièrement, aussi bien dans les médias que dans les discours en entreprise, les discours managériaux et parfois même dans les formations. Oui. Pourquoi, selon vous, cette vision en fait d'un choc, d'un clash générationnel est aussi tenace et finalement, qu'est-ce qu'on confond quand on parle de génération? Alors, en fait, alors c'est vrai que c'est ce que j'explique de façon un peu plus détaillée dans le livre, mais on a un vrai sujet autour de ça parce que finalement, ce concept de génération, déjà, il est pas très clair, il n'est pas très scientifique, il existe depuis un moment, il a été interprété et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'invention des cases, ce que j'appelle les cases générationnelles, c'est-à-dire par tranche d'âge, tu es boomer, X, Y ou Z, maintenant alpha ou bêta aussi pour les plus jeunes, cet enfermement dans des catégories, en fait, ça a été créé de toutes pièces par des marketeurs au démarrage, repris par les médias, etc. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien, en fait, parce que ça répond au fonctionnement de notre cerveau. On le sait, on a tous des biais cognitifs. Notre cerveau, en fait, il a besoin de simplifier sa vision de la réalité. Et pour ça, en fait, il va lui-même ranger les informations dans des cases. Et donc, on aime bien fonctionner comme ça. Sauf que effectivement, ça vient renforcer des stéréotypes, des préjugés qu'on peut avoir dans la société à cause de ces biais cognitifs en fait qui sont les nôtres. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que moi j'ai voulu prendre un petit peu le contre-pied de ça. Parce que finalement, alors attention, je ne dis pas, et je l'explique dans le livre, je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence entre les personnes, bien sûr, mais elles ne sont pas toutes liées à l'âge, et en tout cas certainement pas à une date de naissance. Parce qu'en fait, cette approche par génération, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des millions de personnes auraient les mêmes idéaux et les mêmes façons de penser et de voir les choses et de faire en raison d'une date de naissance commune. Alors peut-être certains d'entre vous croient beaucoup à l'astrologie. En fait, c'est un peu l'horoscope du magazine télé, en fait. C'est-à-dire, on est des millions de personnes, parce qu'on est né entre telle année, eh bien, on va tous fonctionner de la même manière. Donc ça, c'est contre ça, en fait, que moi, je me suis un peu levée, parce qu'évidemment, chacun est singulier. Il y a plein de critères, tu vois, qui vont faire que, et c'est pas que la génération qui va définir une personne. D'autant plus qu'en réalité, la recherche scientifique n'a pas confirmé, démontré en fait la pertinence en fait de ces catégories. Il faut quand même le savoir.
ce n'est pas reconnu par la recherche scientifique, on va dire, sérieuse. Et qui plus est, au contraire, et moi je le fais beaucoup d'ailleurs dans des conférences en entreprise aujourd'hui, pour sensibiliser les gens, en fait, on peut démonter ces stéréotypes un par un assez facilement. Et celui, par exemple, du rapport au travail est assez intéressant à regarder de plus près. D'accord, très clair. Dans votre livre, vous expliquez aussi que les cases générationnelles sont des constructions marketing et parfois même des pièges pour les RH. Quelles sont les conséquences concrètes de cette manière de penser avec des boîtes pour les entreprises et aussi pour les collaborateurs finalement? En fait, c'est vrai que c'est vrai que comme ça nous simplifie un peu notre vision des choses, on aime bien, donc on va y entrer facilement et finalement ça va renforcer nos propres biais. On en a tous des biais, il n'y a pas de sujet là-dessus, c'est normal en fait. On a tous des stéréotypes, c'est des façons de penser qui sont, voilà, on est tous fait pareil. Mais du coup, effectivement, on va avoir une vision assez tronquée parfois de la réalité, puisque en fait, on va travailler à partir de nos représentations. Et c'est vrai que je dis souvent que les RH sont vraiment en première ligne là-dessus, parce que si on est contrôlé par nos biais, eh bien forcément, ça va avoir un impact sur toutes nos actions. C'est-à-dire, ça va avoir un impact sur les actions de recrutement, par exemple. Et donc, effectivement, là, on va pouvoir avoir des discriminations à l'embauche. Parce que si dans notre tête, notre stéréotype nous dit, par exemple, que seuls les jeunes sont créatifs, eh bien, en entretien d'embauche, on va aller rechercher la créativité chez les jeunes candidats, mais pas chez les candidats un peu plus âgés. Si on nous dit que seuls les seniors sont sérieux et vont respecter l'entreprise et les horaires, eh bien, on ne va pas vouloir recruter des très jeunes parce qu'on va se dire, ah non, mais attends, c'est la Gen Z, on ne peut pas compter sur eux. Et toi, finalement, ça va en fait aller renforcer la discrimination par l'âge, qui est quand même, il faut le rappeler, la dernière discrimination totalement tolérée, acceptée et assumée dans nos entreprises jusqu'à aujourd'hui. On travaille beaucoup sur l'ensemble des discriminations légales, mais l'agisme est aussi une discrimination légale. Mais globalement, jusqu'à présent, ça dérangeait assez peu les RH et les dirigeants de dire bah non, on ne recrute pas de moins de 45 ans, par exemple, ou on ne veut pas trop de jeunes non plus parce que voilà, on ne sait plus les tenir, on ne sait pas comment les manager. Et du coup, l'impact, c'est vrai, il est terrible dans les boîtes parce que même les managers, ça crée davantage de peur, de croyances limitantes. Tu vois, si je suis un jeune manager, je vais avoir la trouille de manager des salariés plus âgés que moi parce que je vais me dire, oh là là, ils vont pas être capables de s'adapter, ils vont rien comprendre au numérique. Alors qu'en réalité, on n'a aucune étude a démontré que, par exemple, la connexion numérique, la compétence numérique était liée à l'âge, mais on a quand même ça en tête. Et donc, tu vois, et du coup, ça va créer en fait plein de difficultés là où il ne devrait pas en avoir. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, aujourd'hui, on a cette habitude, souvent, malheureusement, de travailler sur ce qui nous différencie plutôt que sur ce qui nous rassemble. Alors que quand on est manager, on a besoin de prendre appui sur de créer un collectif. Et donc, pour développer un collectif et une intelligence collective, on a besoin de prendre appui sur le commun, sur ce qui nous rassemble, tu vois. Et en plus, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est vrai, c'est qu'on a de plus en plus d'écarts de génération dans les entreprises. Tu vas avoir parfois 40 ans, 45 ans d'écart entre des collègues. Donc, c'est sûr que tu ne peux pas non plus tous les manager tout à fait pareil. Parce qu'il y a quand même des effets d'époque, bien sûr. On a quand même des différences, on a des vécus qui sont différents. Mais encore une fois, il y a plein d'autres critères à prendre en compte. Tu vois, la grosse difficulté de ces cases, c'est qu'elles ont tendance du coup à enfermer et donc à faire que tu simplifies et tu ne vas pas regarder les autres critères. Et c'est vrai que moi, je me bats beaucoup en formation. Moi, je forme beaucoup de managers sur l'intergénérationnel, sur le management intergénérationnel, et je me bats beaucoup contre ces formations qui te disent on va t'apprendre à manager la Gen Z ou on va t'apprendre à manager les vieux. Parce qu'en fait, à nouveau, on revient dans nos biais, dans nos stéréotypes et on oublie de regarder que peut-être on a un senior d'un côté qui est hyper geek en IA ou qu'on a un junior qui va apporter une approche hyper novatrice des choses qui va nous intéresser ou qui a beaucoup d'expérience parce que depuis qu'il a 12 ans, il est impliqué sur tel ou tel sujet. Et en fait, du coup, tu vois, on ne va pas aller prendre en compte la singularité de chacun et la compétence et la force de chacun. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup porté dans mes postes où j'avais beaucoup d'équipes intergénérationnelles. C'était vraiment de donner sa place à chacun pour que l'intelligence collective, eh bien, elle se développe en intergénération et pas justement voilà, en séparant et en stigmatisant surtout les deux côtés du curseur, parce que du coup, tu stigmatises beaucoup évidemment les plus jeunes et les plus seniors. D'accord. Il y a quelques mois, avec votre cabinet USCOA, vous avez mené une enquête Oui.
et parmi les chiffres présentés lors de la restitution des résultats de cette enquête, certains ont particulièrement attiré mon attention. D'abord, vous avez révélé à travers cette grande enquête que 86% des salariés estiment que les différences d'âge enrichissent la collaboration en entreprise. Une proportion quasi équivalente, juste un tout petit peu plus, on est à 91%, souhaitent que des actions soient mises en place dans les entreprises, comme du mentorat, comme des ateliers, de la formation sur les stéréotypes, etc. Et pourtant, de l'autre côté, eh bien, on voit que les entreprises sont moins d'un quart à avoir effectivement mis en place des démarches sur cette thématique-là. Même plus de la moitié, en fait, n'ont rien fait du tout. Frédéric, comment vous expliquez en fait ce décalage entre ces attentes très claires du côté des salariés et finalement une certaine inertie de la part des organisations? Est-ce que c'est un manque de priorité, de moyens? Est-ce que c'est une forme d'aveuglement aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Alors c'est vrai que cette enquête, en fait, on a vraiment voulu la faire justement, effectivement, sur les deux cibles pour voir ce que ça allait donner, hein, parce que la plupart des enquêtes sont soit vraiment vers les actifs, soit vers les DRH. Et d'ailleurs, elle avait été faite, l'enquête côté DRH, en partenariat avec MyRHline. Hein. Vous aviez également contribué à diffuser le questionnaire d'enquête, etc., auprès des RH. Et c'est vrai que c'est vraiment la leçon principale de l'enquête, effectivement, c'est vraiment l'écart de perception de l'importance du sujet entre les salariés qu'on avait interrogés d'un côté et puis les DRH de l'autre, enfin les RH, parce qu'il n'y avait pas que des DRH, il y avait aussi des responsables RH, etc. Et effectivement, et ça, d'ailleurs, LinkedIn a fait une étude également hein, sur le même sujet, mais genre quasiment un mois après la nôtre. Et en fait, ils avaient les mêmes résultats côté salariés, hein, vraiment des taux très importants de salariés qui, à la fois, apprécient et sont en demande de coopération intergénérationnelle et trouvent que l'entreprise ne travaille pas assez là-dessus parce que dans les taux de retour, effectivement, on a aussi quand même le fait que je crois que c'était plus de 85% des gens étaient d'accord avec l'affirmation les stéréotypes liés à l'âge nuisent à la collaboration en entreprise. Donc, il y a une conscience du point de vue des salariés que finalement, on a des stéréotypes, que ça peut nous rendre la coopération plus difficile, parfois provoquer, générer des tensions, et une conscience que, effectivement, ce serait bien que l'entreprise s'empare du sujet. Côté RH, effectivement, beaucoup moins de conscience. En gros, et on a fait aussi des entretiens qualitatifs, c'était presque amusant parce que les RH, en gros, nous disaient, et moi, parfois, mes clients me le disent, hein, c'est vrai que c'est un sujet, effectivement, c'est très important, mais pas chez nous. Chez nous, tout va bien. Hein, c'est vrai que souvent, c'est un sujet dans les autres entreprises, mais pas dans la nôtre. Alors, pourquoi il y a plein de raisons à ça. Hein. D'abord, c'est vrai que le sujet de l'âge n'a pas été traité jusqu'à présent dans l'entreprise. Après, on ne peut pas tout traiter non plus. On nous en demande beaucoup hein, en termes de diversité et inclusion. Depuis quelques années, il y a beaucoup de pression. On a beaucoup travaillé sur le sujet de l'égalité homme-femme, du handicap, etc. Enfin, il y a plein de sujets. Les entreprises ont malheureusement d'ailleurs souvent cette habitude de travailler en vertical. Hein, une fois, on va s'occuper des femmes, une fois des jeunes, une fois des handicapés, une fois de ci, une fois de ça. Puis tout d'un coup, il faudrait s'occuper aussi des vieux. Voilà, on a tendance à être quand même plutôt en silo. Et c'est vrai que ce sujet de l'âge, et ce que je disais tout à l'heure, hein, la transition démographique n'est pas vraiment considérée aujourd'hui comme un sujet. Moi, j'ai encore des RH qui commencent à prendre conscience et qui me disent j'ai du mal, au COMEX, par exemple, à faire passer le sujet. Ça n'intéresse pas nos dirigeants. On verra bien, on a toujours fait comme ça ira bien, etc. Et en fait, ils n'ont pas conscience en fait de l'importance du sujet pour leur performance en réalité. Hein. Je pense qu'il y a juste un sujet aussi de prise de conscience. Aujourd'hui, on commence à adresser le sujet des seniors. Hein, parce qu'il y a eu la réforme des retraites 2023, parce qu'on en parle énormément, parce que le sujet est mis sur la table, la ministre du Travail, on y travaille un peu de tous les côtés. Donc là, on commence à avoir des entreprises qui disent « Ah ouais, c'est vrai, les seniors, on va peut-être devoir les garder maintenant. » Parce qu'on a eu aussi des politiques publiques de l'emploi qui ont beaucoup poussé à sortir les plus de 55 ans. Et donc, on a un peu cette mentalité en France aussi, et ça vient aussi ajouter aux cases générationnelles un petit peu ces sujets. Donc, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les entreprises, déjà, elles ne peuvent pas tout traiter en même temps. C'est un sujet qu'elles prennent souvent comme un sujet en plus.
Donc moi, je rappelle toujours, attention, ce n'est pas un sujet en plus. L'âge n'est pas une fin en soi. Hein, c'est pas, voilà, on ne va pas tout traiter par le scope, par le filtre de l'âge. En revanche, pour moi, c'est un sujet qui fait partie des enjeux culturels de transformation de l'entreprise. C'est une couche quelque part qui va permettre en fait aux boîtes de se transformer et de réussir leur transformation. Hein, on a d'autres sujets de transformation majeurs dans nos boîtes aujourd'hui. Et ce sujet-là, il doit être pris en compte simplement parce qu'encore une fois, la population vieillit, on travaille de plus en plus longtemps, il y a des écarts d'âge plus importants que par le passé entre les salariés. Et donc, si on ne prend pas ça en compte dans notre collectif, en fait, c'est un sujet d'intelligence collective, c'est un sujet d'engagement des salariés et donc de performance opérationnelle en vrai. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que côté entreprise, on ne l'a pas encore bien compris. Ça commence à venir. Hein. Moi, je suis de plus en plus sollicitée. Je donne beaucoup de conférences de sensibilisation. Mais tu vois, on en est encore à la sensibilisation. On n'en est pas toujours à la mise en action, en fait. Et je vois encore beaucoup d'entreprises où c'est très siloté, où les jeunes restent entre eux, où les vieux restent entre eux, où les managers ont peur, en fait, d'adresser ce truc-là, voilà, de travailler sur le faire ensemble, sur le vivre ensemble. Et puis, bon, malheureusement, nous ne voilons pas la face. C'est un peu sociétal aussi, hein, notre problème. On le voit bien dans notre société, on a du mal aujourd'hui avec le vivre ensemble, avec le faire ensemble, le vieillissement aussi, on a du mal, on n'aime pas les vieux. Enfin, tout ça, tu vois, tout ça, ça joue aussi. Et c'est pour ça que ce sujet, moi, j'aime bien en faire un sujet pour que ça redevienne un non-sujet. Parce que ça ne devrait pas en être un, mais il y a peut-être besoin de passer par cette case, on va prêter attention à ça pour que demain, on puisse retrouver ce goût de l'intergénération, quoi. Oui, c'est une transition toute trouvée pour ma prochaine question, puisque dans votre livre, vous… Je ne les avais pas avant, hein, tes questions. Oui. Dans votre livre, vous soulignez qu'il y a une distinction importante à faire entre multigénérationnel d'une part et intergénérationnel d'autre part. Selon vous, en fait, on a d'un côté un constat et de l'autre, finalement, un projet. Comment une entreprise peut-elle faire en sorte de passer de la simple cohabitation, finalement, des différentes générations à une vraie coopération et surtout par où l'entreprise doit commencer? Ouais, c'est exactement ça en réalité. Hein, les générations se côtoient ou elles font ensemble. Hein, alors attention, hein, globalement, si vous êtes dans une petite équipe qui est intergénérationnelle et que les gens s'entendent bien, il y a zéro problème. Hein. Attention, c'est pas non plus toujours le conflit, les tensions, etc. Oui. Mais c'est vrai que tous ces stéréotypes font que parfois il y a des incompréhensions, etc. Donc comment on va casser ça? En fait, c'est à la fois pas compliqué et puis compliqué, c'est-à-dire qu'il faut quand même se pencher sur le sujet. Donc il y a une phase quand même de sensibilisation hein, qui est nécessaire, puisque comme on le disait tout à l'heure, on parle de biais cognitifs, c'est comme sur les autres sujets d'inclusion, on parle de biais cognitifs, on parle de stéréotypes, on parle de préjugés. C'est très difficile hein, de déconstruire ça. Hein. Notre cerveau, on ne peut pas non plus tout déconstruire, en fait, ces préjugés sociétaux, mais on peut aussi aider les gens à arrêter d'alimenter ça. Et donc, arrêter de les alimenter, ça veut dire être en conscience. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis beaucoup positionnée sur des conférences de sensibilisation, notamment parce que ça me permet vraiment de mettre en conscience des populations complètes, hein, des entreprises complètes, des salariés, et que tout le monde se regarde. Et c'est vrai que c'est un très beau sujet, l'âge, parce qu'en vrai, ça concerne tout le monde. On se retrouve tous, on a tous une famille, on a tous des parents, des enfants, des cousins, etc., de tout âge. Et donc, finalement, pourquoi dans le monde du travail, ce serait plus compliqué que dans la vie de tous les jours hein. Donc, effectivement, il y a cette phase de sensibilisation. Moi, je dis souvent qu'il y a un accompagnement aussi et des RH et des managers, parce que vous êtes en première ligne, en fait, tout simplement au quotidien. Hein, et que si on ne se met pas en tant que RH ou en tant que manager, encore une fois, en conscience de ses biais, en capacité justement à utiliser des outils qui vont pas cliver, qui vont pas réenfermer les gens dans ces fameuses cases, etc., voilà, on a besoin de ça. Donc, il y a cette phase un petit peu de sensibilisation, d'accompagnement à la fois des décideurs, des managers. Et puis après, il y a la mise en action, c'est-à-dire essayer d'utiliser en fait le quotidien de l'entreprise, avoir toujours ce réflexe quelque part d'intégration de toutes les générations. Et ça se fait, c'est vrai, au quotidien. C'est pour ça que je dis souvent que c'est un sujet quand même culturel.
Oui. Et que c'est important que ce soit porté aussi par la direction de l'entreprise. Moi, je vois souvent quand j'interviens dans des gros événements, bon ben voilà, il y a un sponsor de la boîte qui vient parler avant ma conférence. On est ensemble, on montre que vraiment l'entreprise, elle a envie de porter, d'infuser cette culture-là aussi, de l'inclusion de tous, etc. C'est important. Et puis après, dans le quotidien, effectivement, ça peut être du mentorat croisé intergénérationnel, ça peut être si on a un enjeu stratégique, ben on va faire un codev croisé, on va faire réfléchir peut-être les générations de façon séparée, puis ensuite ensemble. Ça va hyper augmenter l'innovation. Enfin, en fait, si tu veux, après c'est un réflexe qu'on va avoir dans l'entreprise. D'aller en fait finalement toujours favoriser des opportunités. Parce qu'en en fait, déconstruire des stéréotypes et des biais, ça se fait dans l'action. Hein, il ne suffit pas, c'est bien, voilà, on a besoin de sensibiliser, de mettre en conscience, mais après, il faut que les gens ils fassent ensemble. C'est quand on fait ensemble qu'on déconstruit nos idées reçues. Tu vois, si tu mets les gens. C'est pour ça que moi, je n'étais pas hyper favorable à l'époque quand ça a été la mode, là, au COMEX, au Shadow COMEX de jeunes, là. D'ailleurs, on reviennent, hein, les grosses boîtes, là, parce que ça ne marche pas. Parce que finalement, c'est quoi? Ouais, les jeunes, ils voient les choses différemment, on va les enfermer dans une pièce et puis on va leur demander leur avis. Mais finalement, à nouveau, on réenferme. Alors que si tu fais un Shadow COMEX intergénérationnel, c'est vachement plus riche. Et à chaque fois que tu fais de l'intergénérationnel, ça va être plus riche forcément parce qu'on va confronter des époques, etc., des manières de voir, bien sûr, qui sont parfois un peu différentes. Et c'est ça qui va générer de la richesse. Donc, tu vois, c'est vraiment ça, c'est sensibilisation, avoir vraiment des RH et des managers au fait de ce sujet, déjà de l'existence du sujet. De l'existence du sujet, oui. Vouloir aller au-delà des discriminations de l'âge, et puis après du faire ensemble. C'est pour ça que moi je dis, pour moi, c'est pour ça que c'est un sujet de cœur pour moi, hein, de conviction personnelle, parce que c'est une façon aussi de voir la société. Quelque part, hein, c'est pas que l'entreprise, c'est aussi voilà. Et une fois qu'on a déconstruit l'idée, par exemple, que les jeunes ont eu un rapport au travail différent des autres, parce que c'est pas vrai. Hein, regardez par exemple, un seul exemple, hein, vous regardez l'étude de l'APEC 2024 sur le rapport au travail des moins de 30 ans. Et vous verrez qu'en réalité, c'est très, très équivalent, très proche en fait des autres générations. Et ça fait du bien aussi, parce que c'est agaçant aussi d'entendre en permanence dire que les jeunes, ils sont fainéants, ils ne veulent plus bosser, ils ne respectent rien. Non, c'est pas vrai. Enfin, moi chez USCOA, j'ai des jeunes qui sont super impliqués, super engagés. J'ai eu des alternants géniaux. Enfin, mince, quoi. Voilà. C'est de ça qu'il faut sortir, en fait. C'est cette généralisation. C'est pas dire que tout le monde est pareil. C'est simplement sortir de ces généralisations et de ces catégorisations qui enferment. Ok, très clair. Une dernière question pour conclure. Il nous reste quelques minutes. Si l'on se projette à 2030, à quoi ressemblerait, selon vous, une entreprise pleinement intergénérationnelle? Eh ben, c'est une entreprise tout simplement dans laquelle chacun a sa place, dans laquelle chacun va pouvoir apporter à la fois ses compétences, son expérience, sa vision des choses, etc. et qui sera écouté pour qui il est. Ça rejoint un autre concept que moi j'aime beaucoup, qui est le concept du care management. Hein, en fait, finalement, le soin de l'autre, hein, alors déjà le soin de soi. Hein, moi, je dis toujours d'ailleurs aux managers, aux dirigeants, déjà prenez soin de vous parce que sinon vous n'êtes pas capable de prendre soin des autres. Hein, je le sais, moi je l'ai vécu. Hein, j'ai perdu dans ma vie professionnelle parfois de la lucidité, du discernement parce que je prenais pas soin de moi et que j'étais au bout de ma vie. Hein, et parfois c'est difficile. Et donc on a déjà besoin. Et le care, c'est ça aussi. Hein, c'est d'aller chercher la singularité et de manager la singularité en fait de chacun. Et donc, pour moi, ce sera ça. Enfin, c'est une entreprise qui est en capacité de manager la singularité de chacun et d'animer un collectif intergénérationnel. Et un collectif aussi qui va être de plus en plus constitué de personnes seniors. Hein, pour revenir à un sujet connexe qui me porte aussi beaucoup, qui est l'inclusion des expérimentés dans le monde du travail avec l'association Senior for Good. Il ne faut pas oublier quand même que la population française vieillit extrêmement vite et que dans une dizaine d'années, les plus de 45 ans seront majoritaires dans les entreprises. Il faut quand même en être conscient.
Donc, c'est vrai qu'on a fait beaucoup pour les jeunes, mais ces jeunes vont être de moins en moins jeunes et il y aura de moins en moins de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. C'est déjà le cas, hein. On en a perdu 200 000 depuis 2 ans, hein. Chaque année, il y a 200 000 jeunes de moins, hein, qui arrivent sur le marché du travail et ça va continuer à se réduire. Et donc, effectivement, l'équilibre de la pyramide des âges, si on n'y prête pas attention dans l'entreprise aujourd'hui, voilà, il faut qu'en 2030, effectivement, ces entreprises soient conscientes, enfin voilà, puissent prendre en compte cette intergénération et cette évolution aussi vers la seniorité. Il y a un petit peu ces deux sujets. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment une question vraiment de culture, d'esprit, d'envie, hein, d'être dans le partage et dans le faire ensemble aussi. Et j'espère que c'est une évolution aussi de notre société qui va, voilà, parce que sinon on est mal, hein, parce qu'avec l'IA, si en plus on n'est plus capable de faire ensemble entre générations, on va plus être capable de faire grand-chose, hein, on va avoir des vrais sujets, je pense. Mais voilà, enfin moi j'y crois en tout cas, et il y a déjà des entreprises, bien sûr, hein, qui sont très intergénérationnelles et qui ont réussi déjà à faire une force de ça. Ça se travaille quand même, hein. C'est pas toujours si naturel que ça, encore une fois, parce qu'on a ces stéréotypes, etc., hein, ces biais, hein, qui nous Oui. bloquent quand même pas mal. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué quand même. On le voit sur l'emploi des seniors, hein, on a quand même une discrimination énorme. Tout le monde en est conscient, mais les choses ne bougent pas vite. Parce que finalement, on en est conscient, mais en même temps, les préjugés font que ça ne bouge pas, qu'on ne fait pas, tu vois. Moi, j'ai encore entendu un patron récemment, d'ailleurs, il l'a même mis dans une vidéo après une intervention que j'avais fait au nom de l'association, où il disait il a une scale-up, il est le seul senior, il a que la moyenne d'âge est de 27 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, il dit oh, dis donc, grâce à Frédéric, je me dis que peut-être je pourrais recruter des plus de 45 ans. Waouh. Tu vois, parce que finalement, il s'était même jamais dit qu'il pouvait recruter des plus de 45 ans. Oui. Tu vois, parce que start-up égale jeune. Et oui. Si je vous donnais, on n'a pas le temps, si je vous donnais les âges moyens des start-upers dans le monde, vous seriez étonnés. Très étonnés. Parce qu'ils ne sont pas si jeunes que ça. Mais on pourra les mentionner. Comme d'habitude, il y aura un petit replay qui sera dispo très rapidement sur ce webinaire. Donc, on pourra partager ces chiffres-là qui seront très, très intéressants à connaître. Je vous rejoins tout à fait là-dessus. Frédéric, je vous remercie beaucoup Merci à vous. que vous avez accordé ce matin et pour toutes les réponses que vous nous avez apportées. Comme d'habitude, donc je le disais, on retrouvera le replay sur MyRHline très rapidement. Qui sont intéressés. J'ajouterai également donc un petit lien pour que vous puissiez retrouver le livre de Frédéric. Merci à tous. Très bonne Merci à tous.